Monsieur le Président Loukachenko, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs. Avant de répondre à la question qui m'a été posée, comme l'ont fait mes collègues, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les participants du Forum de l'Union économique eurasiatique. Je voudrais dire qu'ici, à Minsk, nous avons plusieurs centaines d'entreprises russes petites, moyennes et grandes qui participent directement au développement de l'intégration et des liens économiques avec les pays de l'Union économique eurasiatique. Ces entreprises comprennent très bien, de par leur expérience directe, ce que cette intégration leur apporte et ce qu'il reste encore à améliorer. Je le sais, et cela a déjà été mentionné aujourd'hui, des séminaires ont eu lieu, et d'autres sont prévus dans le cadre de ce forum. Plusieurs questions ont été abordées, et je tiens à souligner que toutes les bonnes idées et propositions formulées par nos collègues seront prises en compte dans le renforcement de l'Union économique eurasiatique et de ses efforts d'intégration. Sur la place de l'Union dans le nouvel ordre multipolaire des relations internationales. Je sais que certains chiffres ont déjà été mentionnés aujourd'hui, mais je vais les répéter, car ils sont très importants. L'Union économique eurasiatique a récemment fêté son 10e anniversaire. Elle s'est affirmée comme une organisation d'intégration plus forte. Son potentiel économique s'est considérablement accru, et elle est désormais, à juste titre, l'un des centres du développement économique mondial. Je le répète, le PIB combiné de nos pays est passé de 1,6 à 2,6 milliards de dollars. Notre commerce avec d'autres pays a augmenté de 38% pour atteindre 800 milliards de dollars, un chiffre comparable à celui des grandes puissances économiques mondiales. C'est énorme, 800 milliards. Et le commerce mutuel au sein de l'Union économique eurasiatique a doublé, atteignant 97 milliards de dollars. Étage 97% de toutes les transactions sont effectuées en monnaie nationale. La production industrielle a beaucoup progressé. L'agriculture a augmenté de 26%. Les investissements en capital fixe ont été multipliés par 40. Cela signifie que, à moyen terme, la croissance est déjà amorcée. Elle est garantie. Le taux de chômage a diminué, pour atteindre 2,8% dans l'ensemble de nos pays. En Russie, il est de 3,9%, ce qui est l'un des taux les plus bas au monde. Nous œuvrons à renforcer nos mécanismes d'intégration, à accroître l'autorité et l'influence de notre organisation sur la scène mondiale. Notre structure est tournée vers la coopération avec des partenaires dans toute l'Eurasie, en Afrique, en Amérique latine. Sur la coopération internationale et les partenariats globaux. Nous renforçons nos liens avec des organisations multilatérales comme les BRIC, l'OCS, l'ASEAN, l'Union africaine et d'autres structures. Avec l'Union européenne, l'Union économique eurasiatique a déjà conclu de nombreux accords bilatéraux dans le monde, comme avec le Vietnam. Un accord a récemment été conclu avec l'Iran. Nous espérons que la situation en Iran se stabilisera dans les prochaines semaines. Et, nous l'espérons, ce sera bientôt derrière nous, afin que nous puissions développer nos relations avec tous les pays de la région, y compris l'Iran. Demain, lors de la réunion du Conseil suprême de l'Union économique eurasiatique, nous signerons de nouveaux documents avec la Mongolie et plusieurs autres pays. Et également avec l'Inde, l'Indonésie, l'Égypte. Grâce à cela, notre organisation contribue à créer un espace de croissance économique et industrielle sur le continent, un espace où le droit de chaque nation à suivre son propre modèle de développement est respecté, et où les intérêts de tous les participants sont pris en compte. Nous sommes convaincus que cette approche, fondée sur l'égalité, la qualité et la confiance, est la voie vers un système mondial multipolaire. Et nous avançons dans cette direction à un bon rythme. Sur les institutions économiques internationales et financières. Quant à votre deuxième question, concernant notre coopération avec les organisations économiques mondiales, les pays de l'Union économique eurasiatique prennent des mesures pour intégrer leurs infrastructures économiques. Nous avons des plans pour créer un marché commun, une banque de développement, et la Banque eurasienne de stabilisation et de développement. Ces institutions octroient des prêts à des projets ayant un grand effet d'intégration et assurent la stabilité sur le continent.
Notre fonds de stabilisation a déjà accumulé plus de 9 milliards de dollars. Ces fonds peuvent être utilisés pour soutenir les budgets des États membres. Par exemple, nous finançons la construction et la modernisation d'installations énergétiques au Kirghizstan et des entreprises industrielles en Arménie. En Russie, plusieurs projets d'infrastructures dont l'aéroport de Pulkovo à Saint-Pétersbourg sont aussi partiellement financés par ce mécanisme. Sur l'autonomie vis-à-vis des institutions occidentales. Nous maintenons des contacts avec la nouvelle banque de développement des BRIC, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et d'autres organisations. Notre banque a contribué à l'élaboration de l'agenda numérique de l'Union économique eurasiatique, qui a permis d'aligner les cadres juridiques des États membres. Nous dialoguons aussi avec la Banque mondiale et d'autres institutions occidentales. Mais ce dialogue est fortement entravé par leur parti pris politique. Nous avons donc réduit notre dépendance à l'égard des institutions occidentales. Nous avons rétabli des liens directs entre les banques centrales des 5 pays membres de l'Union. Nous avons accompli de grands progrès dans l'alignement de nos systèmes de paiement nationaux et des cartes bancaires. Sur les BRIC et la dédollarisation. Nous avons évoqué aujourd'hui les BRIC. Dans le cadre des BRIC, nous travaillons à la création d'une plateforme numérique d'investissement. Des idées similaires pourraient être mises en œuvre dans l'Union économique eurasiatique. Cela vaut aussi pour les instruments de paiement nationaux, les systèmes de paiement numériques nationaux, la monnaie électronique, etc. Sans aucun doute, les institutions financières régionales qui émergent vont se multiplier et gagneront en importance, allant du local au global. Par ailleurs, et cela n'est un secret pour personne, une grande partie de nos réserves d'or et de devises sont gelées dans les banques occidentales. Et voilà maintenant qu'on nous dit qu'on va tout simplement nous voler cet argent. Si cela se produit, la régionalisation des systèmes de paiement s'accélérera de manière irréversible. Et, sans doute, ce sera au final une bonne chose pour l'économie mondiale. Peut-être même que ce prix en vaut la peine. Mais ce n'est pas seulement du vol, c'est du pillage, c'est du braquage en plein jour, car ils ne cherchent même pas à le cacher. Nous allons continuer à nous opposer à cela, avec tous ceux qui nous soutiennent. Merci de votre attention. Ce que Vladimir Poutine vient d'exposer à Minsk n'est pas un simple bilan de coopération régionale, c'est une déclaration d'intention sur l'avenir de l'économie mondiale. Au fil de son discours, un message très clair se dessine, la Russie, et plus largement l'Union économique eurasiatique, ne cherche plus à réintégrer le système occidental, mais à construire une alternative crédible et durable. La référence répétée au BRIC, à l'OCS, à l'Union africaine ou encore à l'ASEAN n'est pas anodine, elle illustre un basculement géopolitique où les anciennes puissances économiques perdent leur monopole, au profit d'un monde plus divers, plus décentralisé, voire plus chaotique. Et si le président russe insiste autant sur des chiffres croissance du PIB, explosion des investissements, hausse du commerce en monnaie nationale, ce n'est pas seulement pour démontrer une performance économique. C'est pour légitimer une ambition, celle de devenir l'un des centres d'un nouvel ordre économique multipolaire. Mais ce qui frappe surtout, c'est le ton employé lorsqu'il parle du gel des avoirs russes dans les banques occidentales. Ce n'est plus le langage diplomatique habituel. Poutine parle de vol, de pillage, de braquage en plein jour. Derrière ces mots, il y a bien plus qu'une colère passagère, il y a une rupture psychologique, presque civilisationnelle. L'Occident n'est plus considéré comme un adversaire idéologique ou militaire, mais comme un système prédateur auquel il faut échapper. C'est d'ailleurs dans ce contexte que la Russie accélère la mise en place de nouveaux mécanismes financiers, plateformes d'investissement numérique, systèmes de paiement alternatifs, banques de développement régionales. Il ne s'agit plus seulement de contourner les sanctions, mais de poser les bases d'un monde où les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale ne sont plus centrales, voire plus nécessaires. Et c'est peut-être là que se joue l'enjeu le plus profond, la fin de la centralité occidentale dans les échanges économiques mondiaux. Car si cette transition réussit, et elle ne se fera pas en un jour, alors ce ne seront pas seulement les sanctions contre la Russie qui seront remises en cause, mais tout le modèle économique et financier hérité de l'après-guerre. Bien sûr, ce projet reste confronté à de nombreux défis, hétérogénéité des membres, inerties administratives, dépendance structurelle. Mais l'élan est lancé. Et face à un Occident perçu comme instable, divisé, parfois contradictoire dans ses principes, des pays comme l'Iran, l'Inde, l'Indonésie,
l'Égypte, et tant d'autres, pourraient être tentés par cette nouvelle voie. En conclusion, le discours de Vladimir Poutine au Forum de Minsk marque un moment charnière. Ce n'est pas un simple exposé économique, c'est une proclamation stratégique, la Russie ne revient pas en arrière. Elle entend jouer un rôle moteur dans la recomposition économique du monde, aux côtés de ceux qui refusent la logique de bloc et de domination. Et la véritable question désormais est la suivante, combien de pays suivront ce chemin et à quel prix pour l'ordre mondial tel que nous le connaissons ?